Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que votre famille se porte bien. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est vraiment terrible et tragique et je m'excuse en avance si je prononce mal les prénoms et les noms de famille. La venue d'un bébé est le plus bel événement au monde pour un couple, mais que se passe-t-il lorsque ce petit décède tragiquement ? Deborah et Sunil Eppen forment un couple comblé. Le duo s'est rencontré à l'école de médecine et ils sont tombés fous amoureux. Sunil a ensuite demandé sa femme en mariage en 1990 et ils sont depuis restés très soudés. Sunil est originaire de Chicago. Sa famille était aussi dans le milieu médical puisque son père était un pédiatre. Il a travaillé comme anesthésiste dans un hôpital de Boston. C'était un homme très intelligent et il avait une belle carrière. Deborah est une femme très intelligente et ambitieuse. C'était une mère qui travaillait et qui était dans le milieu médical également. Elle était ophtalmologiste. Le couple vivait au Massachusetts, à Newton. Ils avaient chacun une vie professionnelle épanouissante et bien remplie. Sur le plan privé, tout allait bien pour le duo. En 1994, ils ont accueilli leur premier enfant, prénommé Brandon. Deborah a conservé son travail, mais elle est passée en temps partiel. Ils ont alors décidé de prendre une fille au pair. Et en 1996, le couple a accueilli leur second enfant, Matthew. Pendant cette seconde grossesse, Deborah a reçu une grande proposition professionnelle puisqu'on lui a proposé une bourse de recherche à l'hôpital pour enfants de Boston et une résidence en chef au New England Medical Center. Suite à cette grossesse, elle va refuser ces propositions. Et après la venue de leur second enfant, le couple a décidé d'embaucher une fille au pair afin de pouvoir continuer leur carrière respective. Ils vont alors faire appel au service de Louise Woodward. Mais qui est cette Louise Woodward ? Louise Woodward est née en 1978. Elle est britannique et elle avait 18 ans lorsqu'elle s'est inscrite dans une agence de filles au pair à Boston. Elle a obtenu son bac en 1996 et elle a ensuite décidé de faire fille au pair. L'agence qui l'a embauchée était privée et elle proposait aux jeunes filles de voyager, de découvrir la culture et la vie des États-Unis tout en surveillant les enfants et en échange de cela, ils étaient nourris et logés. Louise a ensuite quitté la Grande-Bretagne pour les États-Unis afin de faire cette fonction-là la même année. Elle a d'abord travaillé pour une famille, mais elle n'était pas épanouie car celle-ci lui avait imposé un couvre-feu de 11 heures. Elle a ensuite été employée par Sunil et Deborah. Louise continuait cependant de traîner dehors jusque très tard et les parents lui ont fait part de leur mécontentement. En janvier 1997, le couple a fait part à la jeune fille de nouvelles règles et de leurs attentes pour la sécurité et le bien-être des enfants. Mais 4 jours plus tard, un terrible drame va se produire. Le 4 février 1997, Louise Woodward surveillait Matthew Eppen, alors âgé de 8 mois. Louise a alors appelé une ambulance car le petit garçon était dans un état très critique. Dans son appel au 911, elle a dit les mots suivants. « Au secours, il y a un bébé, il respire à peine. Je pense qu'il s'est étouffé avec son vomi. » Une fois sur place, ils ont découvert le petit Matthew qui ne respirait plus. Il a été transféré d'urgence à l'hôpital pour enfants de Boston et il était dans le coma. Une fois là-bas, Matthew a été branché à une machine de survie et il devait se battre pour garder sa vie. La situation était très grave. Le petit garçon était entre la vie et la mort. Les parents étaient dans l'incompréhension la plus totale. Malheureusement, 6 jours plus tard, Matthew a fait une hémorragie cérébrale et le 9 février 1997, il a trouvé la mort après que ses parents aient décidé de ne plus le garder en survie artificielle. Il avait une fracture au crâne, une hémorragie interne au cerveau, un poignet fracturé et des blessures datant d'1 mois auparavant et qui étaient inexpliquées. Le petit garçon avait été visiblement maltraité. Selon un ophtalmologiste de l'hôpital, Louis Smith, le bébé avait des symptômes du syndrome du bébé secoué, dont la présence d'hémorragie rétinienne, c'est-à-dire des saignements dans la rétine qui se situent dans l'œil, et ce syndrome est associé à la maltraitance d'enfants et de nourrissons généralement.
Pour information, bon, je ne suis pas infirmière, mais le syndrome du bébé secoué se produit lorsqu'un nourrisson ou un jeune enfant est violemment secoué et tenu par le cou ou les épaules. Ce geste est dangereux pour lui puisqu'il est encore fragile et cela peut faire saigner et enfler son cerveau. Les cellules de son cerveau sont alors endommagées, elles peuvent ne pas guérir. Le bébé peut alors trouver la mort. Autant vous dire que la nouvelle de la mort de Matthew fut un choc terrible et traumatisant pour ses parents. Deborah Eppen a écrit son ressenti le jour de la mort de son fils dans une lettre et elle a dit les mots suivants. Le 4 février 1997, tous nos espoirs et nos rêves ont été brisés. Notre Matty avait été blessé. Nous avons vite appris que notre bébé Matthew était en train de mourir. Cela nous dépassait de comprendre que notre Matty était en train de mourir parce que quelqu'un en qui nous avions confiance l'avait blessé. Des tests répétés et des tomodensitogramme ont montré qu'il n'y avait rien à sauver. Tout le cerveau a été détruit. Il n'y aura pas de vie pour Matty. Le 9 février, nous avons pris la décision la plus douloureuse de notre vie. Nous devions laisser partir Matty, être libérés de la douleur de cette vie. Et elle a déclaré à propos de Louise les mots suivants. « Je suis écœurée de penser qu'il appelait à l'aide et qu'il avait plutôt été battu par des mains qui étaient censées s'occuper de lui. Elle ne me semblait pas effrayante. Elle n'avait pas l'air d'une agresseur d'enfants, d'un monstre ou d'un meurtrier. Nous n'avions aucune idée qu'elle ferait du mal à nos enfants. » Deborah et Sunil Eppen ont alors accusé Louise Woodward d'avoir maltraité leur enfant et de causer sa mort. Louise a immédiatement refuté cette accusation et Deborah a déclaré que leur premier enfant, Brandon, lui a posé la question suivante. « Pourquoi Louise a-t-elle blessé Matty? Pourquoi Louise a frappé la tête de Matty sur quelque chose de dur ?» Louise Woodward a alors attaqué la famille en les accusant d'être coupables des blessures trouvées sur Matthew Eppen. Tout de suite, dès que la police a eu connaissance de la fin tragique du petit garçon, elle a soupçonné Louise Woodward d'en être l'auteur. Louise Woodward a été arrêtée par la police le 5 février 1990 et la nouvelle fait l'effet d'une bombe et les médias s'arrachent l'affaire, créant une sorte de folie médiatique autour de l'accusée. Louise est présentée alors comme la nounou meurtrière pendant qu'elle n'a cessé de clamer son innocence. Elle a été accusée d'avoir secoué un bébé à mort et elle doit comparaître devant la justice pour coups et blessures dans un premier temps. Puis le 5 mars, elle a été inculpée pour meurtre. Elle a demandé à être libérée sous caution, mais sa demande a été refusée. Louise a continué d'affirmer son innocence et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait ni pourquoi le couple s'acharnait sur elle. Volontaire de prouver son innocence, la jeune femme a passé un test polygraphique avant d'être jugée. Cet examen fut réalisé par David Raskin, désolé si je prononce mal le nom, un examinateur polygraphique qui a été choisi par ses avocats. Et durant cet examen, on lui a posé comme question si elle avait blessé le petit Matthew pendant qu'elle le surveillait le 4 février 1997, et elle a répondu non, ainsi que d'autres questions au cours de cette nuit tragique. Louise a affirmé ne pas avoir blessé l'enfant et David Raskin a confirmé que les résultats aux questions étaient véridiques à 95%. Un autre polygraphe a alors été engagé afin de vérifier ces résultats et il a toujours été choisi par les avocats de Louise et il a affirmé que ses réponses étaient pertinentes. Mais comme vous le savez sûrement, un test polygraphique n'est pas une preuve recevable devant le tribunal. Le 7 octobre 1997, son procès débute alors au tribunal de Cambridge, dans le Massachusetts, et il s'avère difficile et toute l'attention est rivée sur Louise, une jeune fille à l'apparence encore enfantin. Tout le monde veut savoir si elle a véritablement causé la mort du petit garçon. Et devant la cour, deux voix s'opposent, celle de Louise face au couple Eppen, l'accusant. Sunil et Deborah Eppen avaient une relation un peu compliquée avec Louise. En fait, ils l'avaient déjà menacée de la virer car ils estimaient qu'elle ne s'occupait pas suffisamment bien de leurs deux enfants, Brandon et Matthew. Selon leur dire, la jeune fille passait ses soirées devant la télévision à se goinfrer de popcorn et elle passait des heures interminables au téléphone. Elle sortait pour fréquenter les bars et les théâtres de Boston pour rentrer trop tard. Quant à Louise, elle accusait le couple de l'exploiter car elle faisait plus que les 45 heures prévues de base. Au procès, elle a dénigré Deborah, la présentant comme une femme se souciant plus de son travail que de ses enfants. Selon Deborah, le 4 février 1997, elle a reçu un appel de Louise à 15h30 à son travail, lui expliquant qu'elle avait retrouvé le petit garçon en train de s'étouffer dans son berceau. Elle avait l'air affolée au téléphone.
Son époux, Sunil, a affirmé que c'était un assassinat et non un accident. Le bébé ne respirait plus quand il était avec Louise et ce fait a été avéré. Il avait des lésions très importantes au cerveau et a fait un arrêt vasculaire cérébral. Son cerveau était totalement endommagé. La question qui se pose alors est de savoir qui lui a infligé toutes ces blessures. Les parents de Matthew ainsi que leur avocat ont accusé Louise d'avoir violemment secoué le petit garçon. Ils ont expliqué que le bébé devait pleurer énormément et que Louise l'a secoué pour le faire taire. Elle a dû le cogner la tête contre quelque chose de dur, ce qui aurait provoqué malheureusement son hémorragie interne. Le procureur soupçonne également cette thèse. Pour lui, ce drame est la conséquence même d'un cas de violence sur enfant. Face aux accusations, Louise et ses avocats ne se sont pas laissés intimider. La défense était dirigée par Barry Scheck, qui est l'un des avocats de O.J. Simpson, et il était prêt à tout pour l'innocenter. Il a fait appel à une armée d'experts médicaux afin de contredire la thèse de l'accusation. Il y avait un neurochirurgien, un ophtalmologiste, un radiologue, 2 pathologistes et un expert en maltraitance d'enfants. Ils ont tous démontré que les blessures trouvées sur Matthew n'avaient pas été infligées le jour du drame. Ses parents ont alors reconnu que le petit garçon avait fait une chute 2 semaines avant sa mort, ce qui lui a fracturé le poignet. Le couple est alors accusé de maltraitance. Puis les résultats d'autopsie vont également les incriminer. Les analyses qu'il y a eu pendant l'autopsie ont démontré que le médecin qui a consulté le petit garçon aux urgences a découvert un liquide blanchâtre dans son crâne. Cet élément serait la preuve que la blessure ayant causé sa mort n'a pas été faite le jour même. Il y avait des blessures qui étaient beaucoup plus anciennes. Selon la défense, cet élément était la preuve de l'innocence de Louise. La défense a également expliqué que si le bébé avait été violemment secoué par Louise, il aurait eu des marques et des blessures autour de son cou, ce qui n'était pas le cas. Lors du procès, il y a eu un débat linguistique, car Louise Woodward aurait dit « She popped the baby on the bed ». L'utilisation du mot « popped » a été controversée. Dans l'anglais britannique, le mot « pop » peut se traduire par « put » ou « place », c'est-à-dire qu'elle a placé ou déposé le bébé sur le lit. Elle a défendu justement avoir dit cette phrase, c'est-à-dire qu'elle a déposé le bébé sur le lit. Dans l'anglais américain, en revanche, le mot « popped » suggère un acte violent comme une agression physique. Je ne suis pas anglaise ni britannique, donc si des personnes peuvent nous éclairer dans les commentaires, ce serait bien, merci. Face à ce débat, ces avocats ont justement défendu les différences d'interprétation au niveau de la langue anglaise suite à ses origines britanniques. En plus du débat, Louise a également été accusée car elle a expliqué avoir fait tomber le bébé sur le sol et avoir été un peu violente envers lui. Elle aurait utilisé le mot « dropped », ce qui signifie « tomber », je crois. Le policier qui l'a interrogée après son arrestation a affirmé qu'elle n'a pas utilisé le mot « popped » mais « dropped », donc qu'elle a dit qu'elle avait laissé tomber le bébé. Le jeudi 30 octobre 1997, après 26 heures de délibération, le juge Eyler Sobel, désolé si je prononce mal, a déclaré Louise Woodward coupable de meurtre au second degré. Il la condamne à la prison à la perpétuité avec un minimum de 15 ans à purger. Coupable de meurtre au second degré signifie qu'il a eu un meurtre commis volontairement mais sans préméditation ni circonstances aggravantes. Louise a alors éclaté en pleurs, jurant ne pas savoir ce qui était arrivé au bébé et être innocente. Ses avocats étaient scandalisés et ils ont décidé de faire appel. Ils étaient bien décidés à blanchir son nom. Barry Scheck s'est dit choqué et indigné de cette décision. La nouvelle fit scandale chez les Britanniques. Ce peuple chez qui l'affaire a créé une folie médiatique. Ils ont jugé que cette sentence était une vengeance contre les Anglais et ils ont accusé le tribunal de Cambridge de ne pas avoir été objectif face à l'accusé et l'avoir jugé suite à ses origines anglaises. D'ailleurs, avant que le procès n'ait lieu, la défense avait demandé à ce qu'il se déroule dans une autre ville afin d'avoir un jury plus objectif, mais cette demande a été refusée. Et d'autres ont blâmé la venue de l'avocat Barry Scheck, qui était associé à l'un des procès les plus médiatisés et problématiques au monde, c'est-à-dire celui de O.J. Simpson. Cette sentence a été jugée beaucoup trop sévère. Une requête a alors été déposée et l'audience s'est ouverte le 4 novembre 1997. Les avocats de Louise ont démontré aux experts qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver que les blessures avaient été faites le jour J. Ils ont semé le doute dans leur esprit, les suggérant que les blessures auraient pu être faites bien avant.
Plusieurs réclament alors la libération de Louise Woodward. En Angleterre, des manifestations ont lieu afin de sauver Louise, qui est devenue alors célèbre après ce drame. Le procès commence à changer de bord et accuse la mère d'avoir abandonné son fils avec une adolescente inexpérimentée. Le jury a alors des doutes face à l'accusation de meurtre. Puis, ce fut le coup de théâtre. Le 10 novembre 1997, le juge Zobel a décidé de requalifier l'affaire en homicide involontaire et de révoquer la condamnation à perpétuité. Il expliquera à ce propos les mots suivants. Les circonstances dans lesquelles l'accusé a agi étaient caractéristiques de l'inexpérience, la frustration, l'immaturité et une certaine colère, mais pas par malveillance au sens juridique du terme, justifiant une condamnation pour meurtre au deuxième degré. Je suis moralement certain que permettre à cet accusé sur cette preuve de rester condamné pour meurtre au second degré serait une erreur judiciaire. Et à la surprise générale, la peine de Louise Woodward fut réduite à seulement 279 jours. Le procès de Louise Woodward a déchaîné les médias. On en parlait partout et tout le monde avait son opinion. Et il a suscité l'attention car il a mis en avant la culpabilité parentale face au travail. Deborah Eppen a vécu une véritable haine médiatique. Dans la télévision, les journaux ou sur Internet, on ne parlait que d'elle. On l'accusait d'avoir préféré sa carrière à son enfant. On faisait son procès dans tout type de médias. Elle était présentée comme une mère indigne, accusée d'avoir laissé ses enfants à une inconnue. Cette affaire a alors remis en cause les choix de vie de la classe aisée aux États-Unis. Le procès a également mis en avant le syndrome du bébé secoué, débloquant alors de nombreuses recherches à ce propos et les mettant sur le devant de la scène. Avec le temps, l'affaire a également poussé la médecine à mieux analyser les traumatismes crâniens. Plusieurs experts ont affirmé que désormais, il est possible d'assimiler les traumatismes crâniens d'un bébé à d'autres causes que le syndrome du bébé secoué ou la maltraitance d'enfants. D'ailleurs, le radiologue pédiatrique Patrick Barnes, qui a été témoin à charge au procès de Louise, critique et remet désormais en doute le diagnostic du syndrome du bébé secoué. Sa remise en question est arrivée en écoutant les experts de la défense lors du procès et en 2015, il a admis que s'il devait témoigner à nouveau, il dirait que les blessures du bébé auraient pu être accidentelles. Louise Woodward a pu reprendre une vie normale. Elle a fait des apparitions dans les médias pour raconter sa version des faits et elle a avoué avoir légèrement secoué le bébé qui était inconscient, mais ne pas l'avoir tué. Ce sont ses dires. Elle a étudié le droit en 2002 à la London South Bank University et elle a obtenu son diplôme. Elle a commencé à travailler comme avocate en 2004 avec un contrat de formation dans un cabinet d'avocats à Oldham, en Angleterre, avant d'arrêter pour devenir professeure de danse et de salon et de danse latine à Chester, toujours en Angleterre. En 2013, elle s'est mariée à un homme qui s'appelle Anthony Elk, qui est gérant d'une société de location de camions, et ensemble, ils ont eu une fille l'année suivante. Quant au couple Eppen, après la mort de leur garçon, ils ont fondé la Fondation Matthew Eppen. Elle a été créée à l'hôpital des enfants de Boston, le même centre où a été emmené le petit garçon avant de mourir. Cette fondation a pour but de sensibiliser les personnes face à la maltraitance d'enfants et le syndrome du bébé secoué. Le couple a chacun continué sa carrière et ils vivent toujours dans le Massachusetts et ensemble ils ont accueilli 2 enfants depuis. Je trouve cette affaire absolument terrible et choquante. Le problème que j'ai avec elle est que l'on ne s'est pas véritablement soucié de savoir ce qui est réellement arrivé au petit macho à mon avis. L'attention semblait d'abord arriver sur Louise en faisant d'elle une sorte de célébrité, puis sur Deborah en l'accusant d'avoir abandonné son fils pour son travail. Pour moi, la justice n'a pas été rendue au petit macho. Pourquoi ce petit garçon de 8 mois avait une hémorragie interne au crâne? Lors de son autopsie, la cause de sa mort a été le traumatisme crânien, mais il n'a pas été stipulé s'il a été secoué ou non. Selon le légiste l'ayant examiné, il n'utiliserait pas l'expression du syndrome du bébé secoué afin de parler de la mort du petit garçon. Mais pour lui, il y aurait 2 possibilités. Soit c'est quelque chose de dur qui a été frappé contre sa tête, ou soit il a fait une chute où il s'est cogné la tête dans quelque chose de dur. En revanche, il pensait totalement Louise coupable derrière la mort, enfin du moins derrière les blessures de Matthew.
Cette affaire a choqué les médias et la population. Et il y a eu une opposition entre la classe moyenne et la classe la plus aisée, ainsi que des jugements sur les choix de vie des femmes. Cette affaire était bouleversante car pour les parents, ils se disaient que cela pouvait également leur arriver pour ceux qui employaient une nounou. La maternité a été remise en question à travers cette affaire, ainsi que le choix des femmes de travailler au lieu de rester à la maison afin de s'occuper des enfants. Ces femmes ont alors été pointées du doigt et mal vues. La population a blâmé Deborah de poursuivre sa carrière car pour eux, le couple avait suffisamment de revenus confortables. Et ce serait donc par pure ambition qu'elle a préféré garder son travail et c'est cette ambition qui a été remise en cause à travers la mort du petit Matthew. Je ne suis pas d'accord avec ces accusations car pour moi, elle avait tout à fait le droit de poursuivre sa carrière tout en étant maman. Je pense en revanche qu'elle n'a pas choisi la bonne personne afin de garder ses enfants, même si on n'est jamais à l'abri de rien dans la vie et qu'on n'a jamais vraiment sûr. Je trouve cela terrible de reprocher aux parents d'avoir pris une fille au père afin de surveiller leurs 2 garçons et d'avoir voulu continuer de travailler. En revanche, je ne comprends pas comment un couple comme Sunil et Deborah ont décidé de confier leur enfant à Louise qui me paraissait clairement inexpérimentée pour surveiller des enfants en bas âge. La question qui se pose est de savoir si elle était véritablement expérimentée. L'agence qui l'a embauchée, qui s'appelait la EF au père, je ne connais pas le nom détaillé, a défendu son programme de formation en affirmant que leur fille au père recevait une formation intense de 4 jours, mais je ne pense pas que cela était suffisant. Quant à Deborah, elle est apparue au procès comme une mère plutôt distante ou froide, et elle ne pleurait pas beaucoup et n'avait pas l'air abattue par la mort de son fils. Mais cela ne veut rien dire, car les apparences peuvent être trompeuses et chacun peut réagir différemment face au deuil. Concernant le comportement de Louise Woodward, elle avait des tensions avec le couple, elle ne suivait pas les règles établies, elle ne respectait pas le couvre-feu, elle n'était pas prête le matin quand ils avaient besoin d'elle. Et concernant son jugement, elle s'est dit très troublée et traumatisée par cette expérience et la façon dont on l'a dépeint. Elle n'était pas connue pour avoir des problèmes psychologiques ou pour être violente. Moi, malgré tout ça, j'ai honnêtement du mal à croire à son innocence. Lors de son procès, elle faisait mine de pleurer, mais il n'y avait pas de larmes qui semblaient sortir, ce que je trouve vraiment bizarre. Je pense qu'elle l'a totalement secoué, ce qui a violenté Matthew physiquement et l'a causé des blessures entraînant sa mort. Mais je ne pense pas qu'elle ait volontairement tué. Selon moi, il y a 3 théories possibles autour des circonstances des blessures du petit garçon. La première, ce serait que Louise, sans vouloir faire exprès, a secoué beaucoup trop fort le bébé parce qu'il pleurait beaucoup et que les cris devaient l'agacer. La seconde, ce serait que peut-être le grand frère de Matthew, Brandon, voulait jouer avec lui un peu trop fort et involontairement il l'a blessé. Et la dernière, ce serait qu'il se pourrait que ce soit un accident domestique, ce qui arrive assez souvent d'ailleurs, et que le petit aurait fait une mauvaise chute. Quant aux accusations de maltraitance de la part des parents, j'ai vraiment du mal à me prononcer, mais si c'était le cas, ce qui serait également possible, il aurait été vraiment facile pour le couple de couvrir leurs abus, vu qu'ils étaient dans le milieu médical. Je pense qu'il y a eu une négligence dans ce procès pour Matthew et j'ai une pensée pour lui et à mon avis, il a été délaissé dans cette affaire, ce que je trouve vraiment triste. J'espère qu'il repose en paix et j'espère que sa famille a pu se reconstruire malgré sa perte.